bonsoir. Dans la parashat Yitro, quand la Torah va être proposée au clan d'Israël, quand Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va proposer la Torah au clan d'Israël, va leur proposer de devenir un peuple, le peuple élu. Et dans l'introduction, il y a une répétition qui nous interpelle. Le passage qui dit comme ça, avec une tête, passage Gimel. Kotomar le Bet Yaakov, Vetagel ibn Israël. Ainsi tu diras à la maison de Yaakov, et tu annonceras aux fils d'Israël, etc. Que veut dire Bet Yaakov, la maison de Yaakov, et que veut dire Bnei Israël, les fils d'Israël? Et pourquoi parler de Kotomar, de Amira, Vetaged, de raconter au Bnei Israël? Qui est le Bet Yaakov? Qui sont les Bnei Israël? Explique Rashi sur place que Bet Yaakov, la maison de Yaakov, ça fait allusion aux femmes. Le Ikar, le principal de la maison, c'est la femme. La maison tient sur la femme. Donc quand on parle de la maison de Yaakov, on fait allusion aux femmes. Quand on parle de Bnei Israël, les fils d'Israël, on fait allusion aux hommes. Et ce que la Torah veut nous dire ici, c'est que le discours masculin et le discours féminin, il doit être différent. Le Zohar dit qu'il faut parler à chacun en sa langue. Si je parle en anglais à un français, ou en français à un anglais, il ne me comprend pas. Eh bien, autant il y a le français, l'anglais, l'hébreu, l'arabe, etc., il y a aussi la langue masculine et la langue féminine. C'est comme deux langues différentes. Et si je parle au féminin à un homme, ou si je parle au masculin à une femme, ben, ils ne comprennent pas. Donc là, Moshe Rabbeinu, quand je me dis à Moshe Rabbeinu, parle à la maison de Yaakov, mais parle à la maison de Yaakov au féminin, avec un lachon de Amira. Amira, c'est un lachon doux, un lachon de séduction. Quand on parle au féminin, il faut parler un lachon de Amira. Par contre, au Bnei Israël, aux hommes, il faut parler au masculin. Vetaged, dvarim akashim kegidim, des paroles plus dures et plus strictes, c'est la langue masculine que les hommes comprennent mieux. Ça, c'est ce que Rashi explique ici. La question que plusieurs farshim demandent, c'est pourquoi est-ce qu'on parle au féminin avant de parler au masculin? Pourquoi est-ce qu'on parle aux femmes avant de parler aux hommes? Souvent dans la Torah, on voit une priorité aux hommes. On parle d'abord aux hommes, ensuite aux femmes. Et ici, d'Afka, là, avant Matan Torah, on parle aux femmes en premier. Pourquoi cette priorité? Alors, une des explications, c'est que souvent, ce qui se passe à la maison dépend de la femme. C'est la femme qui est le starter, qui est le moteur, qui va pouvoir enseigner la Torah à ses enfants ou motiver son mari et ses enfants à aller étudier la Torah. Et donc, puisque c'est elle qui est le starter, c'est elle qui est le moteur, c'est elle qui va motiver son mari et ses enfants, donc on parle d'abord à la femme et ensuite aux hommes. C'est apparemment c'est l'explication de Rabbeinu Yonah dans la Ikeret HaTshuva. Mais il y a une autre explication qui est proposée par le Beth Halevi, basée sur une Mishnah de Masechet Gittin, qui nous dit que s'il y a un terrain qui appartient à un couple et qu'un acheteur, une personne veut l'acheter, nous dit la Mishnah, si le mari a signé sur l'acte de vente et ensuite la femme signe aussi, la vente n'est pas valable. Par contre, si la femme signe en premier et ensuite l'homme signe, alors la vente, elle est acceptée. Pourquoi cette différence? Je vous explique la Gemara que si le mari signe en premier, ensuite la femme signe, elle peut après se reprendre. Et dire en fait, je ne voulais pas. Mais j'ai signé parce que mon mari avait signé, je voulais lui faire plaisir, je ne voulais pas le contredire. Donc par crainte de le contredire, j'ai préféré signer, mais en fait, je n'étais pas d'accord. Et cette ta'ana-là, elle est acceptée par le tribunal et la vente, elle est annulée. Par contre, si la femme a signé en première et ensuite le mari signe, là la vente elle est bonne. Donc dit le Beth Halevi, ce qu'on voit d'ici, c'est que une femme qui accepte après son mari, ça n'a pas de valeur. Parce qu'elle peut dire, je l'ai fait pour faire plaisir à mon mari, pour ne pas la contredire, mais je n'étais pas entière avec cette décision-là. Donc explique le Beth Halevi, pareil ici. Si la Torah avait été proposée aux hommes et ensuite aux femmes, les femmes auraient pu se reprendre et dire, en fait non, on n'était pas d'accord, on a accepté. Parce que notre mari a accepté, donc on a accepté aussi. Mais en fait, on n'était pas entière avec la décision. C'est pourquoi, ce que Hachem a fait, c'est de d'abord proposer aux femmes, elles acceptent, ensuite les maris acceptent, là l'acceptation est valable. Qu'est-ce qui se cache dans cette idée-là?
En fait, pourquoi la vente n'est pas acceptée si la femme a signé après le mari? Elle prétend que, en fait, elle n'était pas d'accord, mais elle voulait pas contredire son mari. Bah, si tu veux pas contredire ton mari, donc tu es d'accord. Tu veux pas contredire, donc tu acceptes. Pour ne pas le contredire. Non, j'accepte dans la parole, mais dans le cœur, je ne suis pas entière avec la décision. Ah, pourtant, on a un cœur dans le Gemara qui nous dit que Dvarim Shebalev Enam Dvarim. Une parole qui est dans le cœur n'est pas valable. Nous, on vit sur terre, on vit avec ce qui est écrit dans le contrat, ce qui est dit clairement, mais ce qui est dans le cœur, normalement, n'est pas accepté. Pourquoi est-ce que ici, les paroles du cœur sont acceptées? Explique le Mefarshim que les paroles du cœur qui sont transparentes, c'est-à-dire que tout le monde peut entendre, peut voir sans qu'elles sont dites, même si elles ne sont pas dites, elles sont valables. Une parole qui est dans le cœur, qu'on ne pouvait pas deviner, même si on croit la personne et dans le cœur elle avait cette intention-là, on ne prend pas en considération. Mais une chose qui est claire, que tout le monde devine, même si elle n'est pas exprimée, c'est comme si ça a été exprimé. Donc apparemment, ce refus-là de la femme de dire qu'elle a accepté que pour ne pas contredire son mari, mais qu'elle n'était pas entière avec cette décision, c'est quelque chose de transparent, quelque chose que tout le monde peut deviner. Et donc, c'est accepté même sans que ce soit dit. Qu'est-ce qui se cache dans cette halakha-là? Si on comprend bien le message, c'est que une femme qui dit oui à son mari, c'est pas sûr que c'est ce qu'elle pense. À chacun d'avoir la finesse d'esprit de comprendre que peut-être qu'elle a dit oui uniquement pour ne pas contredire son mari. Si vraiment un mari veut savoir ce que sa femme veut, il faut qu'il lui pose la question avant d'avoir dit ce que lui-même voulait. C'est le seul moyen pour savoir, pour pouvoir déceler vraiment est-ce qu'il en tire avec la décision ou pas. Alors si quelqu'un n'est pas intéressé à savoir ce qu'elle pense vraiment, alors c'est un autre problème. Mais celui qui est intéressé à savoir ce que sa femme veut, le conseil qu'on peut apprendre ici, c'est de lui poser la question avant d'exprimer, de laisser la place ouverte à la question, entendre ce qu'elle a à dire, et uniquement après dire son avis, s'il est d'accord ou s'il pense différemment, et après voir comment on peut arriver à un accord en commun. Mais au moins, avec ça, on pourra savoir ce qu'elle veut vraiment.